Deux erreurs fatales que font pratiquement tous les artistes quand ils distribuent leur musique sur Internet. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Alors effectivement, aujourd'hui, quand on est artiste et qu'on a envie de s'autoproduire ou qu'on cherche à signer en label et qu'en attendant, on a envie de développer sa visibilité ou gagner un petit peu d'argent par la vente de musique en ligne ou par le streaming, on va se tourner vers des solutions qu'on appelle des agrégateurs digitaux ou des distributeurs digitaux. Il y en a plein, DistroKid, TuneCore, eMusician, Wizband, CD Baby, Ditto, etc. etc. Et on va donc prendre ces distributeurs-là, ouvrir un compte chez eux. La plupart du temps, on paye pour uploader un titre. Ça va être 9 euros, 10 euros, un truc comme ça. Et on peut envoyer son morceau à toutes les plateformes de streaming, de vente digitale, etc., etc. à travers le monde. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand on fait cette phase d'upload, il y a vraiment deux erreurs majeures que font pratiquement tous les artistes, en tout cas tous les artistes qui débutent, qui démarrent, ou même qui sont là depuis plusieurs années mais qui ne sont pas spécifiquement formés à l'industrie du disque. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La première erreur, c'est de laisser un temps trop court entre la date d'upload et la date de sortie. Je vous donne un exemple. Si on est le 10 février et qu'on upload un morceau en mettant date de sortie au 20 février, 10 jours, c'est beaucoup trop court. Alors c'est trop court, pourquoi? Et est-ce que c'est grave? C'est pas trop court si tu veux que ta date de sortie elle soit au 20 février. Ça, c'est pas un souci. En général, en 10 jours, toutes les plateformes sont livrées. La plupart des distributeurs digitaux mettent entre 2 à 3 jours pour livrer l'ensemble des plateformes qui font partie de leur panel. Là où c'est grave et là où le bât blesse, c'est que si jamais tu vises d'atteindre des playlists Deezer ou Spotify, si tu vises d'être écouté par les équipes humaines qui programment les playlists chez Spotify par exemple, eh bien il faut que ton upload se fasse au minimum 3 semaines avant ta date de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu veux sortir au 20 février, eh bien idéalement, il faudrait que tu uploades ton morceau, donc que tu le mettes en ligne sur ton distributeur digital entre le 20 janvier et le 25 janvier. De cette manière, ça laisse un délai suffisamment long pour que les programmateurs de playlist reçoivent le morceau, qu'ils traitent le morceau, donc qu'ils puissent l'écouter et se dire est-ce qu'on peut le mettre sur telle playlist ou autre, pour qu'ils analysent également les stats que tu donnes, parce que quand tu fais un upload, tu vas avoir un onglet promo où tu peux mettre des informations, que ce soit en termes de stream, de vente d'un projet précédent, d'abonnés YouTube, Facebook, etc., etc. Tous ces éléments-là sont importants. Et c'est vrai que si tu ne laisses pas au minimum 3 semaines entre ta date d'upload, donc de chargement sur les plateformes et ta date de sortie, eh bien ton morceau n'est même pas présenté aux équipes qui font les programmations de playlist. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de demandes que s'ils n'ont pas au minimum 3 semaines pour recevoir le morceau, l'intégrer dans leur réunion d'écoute et décider de ce qu'ils en font, eh bien, ils ne prennent même pas le temps de l'écouter. Donc ça, c'est vraiment la première grosse erreur que je vois chez énormément d'artistes parce que très simplement, soit ils ne sont pas au courant, soit ils sont au courant mais comme ils ont des délais très courts parce qu'ils ne travaillent pas sur des systèmes de rétro-planning ou des choses comme ça, ils sont pris à la gorge, ils ont besoin d'envoyer le titre là maintenant tout de suite et du coup le délai est beaucoup trop court. Et la deuxième grosse erreur, et celle-ci elle est peut-être même encore plus grave que la première, c'est de ne pas générer son propre numéro ISRC. Vous l'avez certainement déjà vu, quand vous allez sur une plateforme de distrib digital et que vous voulez envoyer un morceau, à un moment donné, on va vous dire, et c'est obligatoire, c'est quoi le numéro ISRC du morceau? Et à ce moment-là, il y a deux réactions. Soit je sais ce que c'est et j'en ai un donc je vais le mettre dedans, ou j'en ai pas mais je vais faire la demande et c'est cool. Soit je sais pas ce que c'est, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. On me dit que je peux en générer un automatiquement en cliquant ici. Je clique ici, j'ai mon fucking numéro et je peux envoyer mon titre parce que c'est tout ce qui m'intéresse. Le problème à ça, c'est que le numéro ISRC, c'est la carte d'identité d'une œuvre. C'est vraiment la carte d'identité d'un morceau. Ça va définir l'année de l'enregistrement, le pays où le morceau a été produit, la racine du producteur, c'est-à-dire qui est le producteur, qui est le master owner du titre, qui est le propriétaire du master, et enfin un numéro d'enregistrement parce que un seul propriétaire peut avoir plusieurs morceaux enregistrés sur la même année. Et du coup, ça crée un petit peu un catalogue. Tu peux avoir œuvre numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 25, numéro 50, etc., etc. Et forcément, plus le label est gros, plus il y aura d'œuvres en catalogue. Donc vraiment, le numéro ISRC, ça va permettre
à tous les organismes qui vont avoir besoin d'aller chercher des droits ou des choses comme ça, eh bien de savoir que cette œuvre vous appartient à vous. Et du coup, quand vous laissez DistroKid ou TuneCore ou CD Baby ou peu importe qui générer un numéro ISRC de manière automatique, à votre avis, il se passe quoi? Eh bien, la plateforme en elle-même, elle a un numéro, elle a une racine producteur, elle va mettre la sienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le papier, le propriétaire du titre, c'est plus vous, c'est eux. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que si dans les années qui suivent, vous n'allez pas réclamer vos droits voisins, c'est-à-dire vous n'allez pas déclarer vos œuvres à la SCPP, à la SPPF ou autre. Donc on ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, tout est détaillé dans la formation producteur et artiste à succès. Et sinon, je vous ai fait une vidéo sur le droit voisin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une petite fiche apparaît au moment où je vous dis ça d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Mais en tout cas, en faisant ça, ça fait que tous les droits voisins qui sont générés par votre morceau, eh bien, au lieu de tomber directement dans votre poche, au lieu de tomber sur votre compte SCPP ou SPPF, eh bien, ça va rester en attente. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, la SCPP ou la SPPF va avoir besoin d'attribuer ces sommes. Parce que comme ce sont des sociétés civiles, elles n'ont pas le droit d'encaisser de l'argent qui ne leur est pas dû. Donc, elles vont chercher à le réattribuer. Et qu'est-ce qui va se passer? Elles vont voir ding ding, TuneCore, DistroKid, CD Baby ou peu importe qui, c'est chez eux. Donc mécaniquement, le gros des droits va aller chez eux. Et si dans les 10 ans, vous ne faites pas de réclamation pour dire « ça c'est mon œuvre, je peux justifier que c'est mon œuvre et je veux que ces droits-là reviennent chez moi », eh bien au bout de 10 ans, c'est perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a une rétroaction qui va jusqu'à 10 ans en arrière. Au-delà, c'est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous uploadez un titre sur TuneCore aujourd'hui et que dans les 10 ans, personne ne vient réclamer de droits voisins dessus, pendant 10 ans, TuneCore aura encaissé des droits voisins qui vous étaient destinés et du coup qui va rentrer dans leur poche. Alors, évidemment, c'est un business. Pourquoi? Parce que, imaginez sur, je sais pas moi, peut-être 25 millions d'œuvres distribuées. Admettons qu'il y en ait 23 millions où les numéros ISRC ont été générés automatiquement et où il n'y a pas eu de réclamation dessus. Et bien même à 10 € de l'œuvre fois 23 millions, ils ont pris 230 millions d'euros. C'est colossal, vous n'imaginez même pas les sommes folles que les artistes en autoprod ou que les producteurs laissent sur la table parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne l'industrie du disque. Et alors donc, n'en voulez pas à vos distributeurs digitaux, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute si vous n'êtes pas instruit sur cette industrie, c'est pas de leur faute si vous ne savez pas ce qu'est un numéro ISRC et si vous ne savez pas de quelle manière générer vos propres numéros ISRC. C'est à vous de faire la démarche de vous instruire, d'aller vous former, de comprendre comment fonctionne cette industrie, de savoir où est l'argent, où est votre argent dans cette industrie et de faire en sorte de le protéger et de le récupérer régulièrement. Et ce, en toute légalité. Sinon, vous allez vous retrouver dans ce genre de piège où beaucoup d'artistes tombent. Moi-même, je suis tombé dedans à mes débuts. Et finalement, vous laissez de l'argent sur la table et c'est bien dommage. Donc voilà, c'est ça vraiment les deux plus grosses erreurs que j'ai remarquées que font les artistes quand ils veulent distribuer leur musique. La première, c'est de ne pas respecter un délai assez long entre l'upload de la vidéo et la date de sortie pour une présentation au programmateur de playlist. Et la deuxième, c'est de laisser les plateformes de distribution générer leur propre numéro ISRC à la place des vôtres. Et quand vous n'allez pas récupérer, donc réclamer vos droits voisins, eh bien c'est eux qui les encaissent et c'est bien dommage pour vous. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais vous avez appris des choses aujourd'hui, lâchez-moi un gros like, ça récompense mon travail, ça me stimule à vous balancer encore plus de contenu, de qualité, de conseils pour vous aider à vous développer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si ce n'est pas encore fait. Franchement, ça prend 2 secondes. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, vous activez la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort. Il y en a une par semaine et tout le monde est happy. Moi, je suis récompensé pour mon travail. Vous recevez des conseils gratuitement et ça me permet de répandre mon message encore plus vite. Et pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin dans l'industrie du disque, qui ont vraiment envie de se former, qui veulent éviter ce genre de piège, qui veulent optimiser, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Je vous propose de participer à 2 webconférences, une qui est orientée sur YouTube pour vous aider à comprendre comment référencer vos clips sur YouTube pour atteindre rapidement les tendances, pour générer plus de vues plus facilement. En gros, comment mettre l'algorithme de YouTube à votre
service. Et dans la deuxième webconférence, je vous montre quel outil j'utilise pour faire de la promo radio, club, chaîne de télé. Il y a un outil qui existe que tous les labels et que toutes les maisons de disques utilisent qui va vous permettre en quelques clics d'envoyer vos morceaux directement dans les ordinateurs des programmateurs radio, des prog télé, des DJ en club, des sonorisateurs. Ce qu'on appelle les sonorisateurs, ce sont des services en fait qui programment de la musique pour des coiffeurs, pour des commerces, pour des restaurants, pour des galeries Lafayette, pour des choses comme ça. Et ça rapporte beaucoup d'argent en termes de droits. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao, ciao.